Il existe en France des territoires où le silence n'est pas une absence de bruit, mais une absence de vie. On les appelle les déserts médicaux. Ce sont des endroits où, pour soigner un infarctus, il faut attendre une ambulance pendant 45 minutes, le temps que la mort s'installe confortablement. Dans ces zones d'ombre, la République s'efface peu à peu, laissant place à la solitude et à la débrouille. Claire est l'une de ces gardiennes de phare qui veillent sur une mer de collines vides. Walid, lui, est l'homme qui vient éteindre la lumière pour économiser l'électricité. Leur rencontre n'est pas seulement un choc de culture entre la ruralité et la finance internationale, c'est un duel entre ceux qui comptent les centimes et ceux qui comptent les battements de cœur. Mais attention, dans la comptabilité des âmes, il y a des dettes anciennes que l'argent ne peut pas effacer, et que le destin se charge toujours de recouvrer avec intérêt. Avant de plonger dans ce récit qui oppose la logique froide des chiffres à la chaleur du sang, je vous invite à faire un geste simple. Si vous croyez que la santé ne devrait jamais être une marchandise et que l'humain doit primer sur le profit, laissez un j'aime sur cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour soutenir ces histoires qui donnent une voix à ceux que les tableurs Excel ont décidé d'ignorer. Il était 5 heures du matin et la Creuse dormait encore sous une brume épaisse, collante, qui s'accrochait au vallon comme une laine sale. Dans la petite maison en pierre qui servait à la fois de domicile et de cabinet, Claire se réveilla avant son réveil. C'était une habitude, ou peut-être une déformation professionnelle. À 52 ans, Claire portait sur son visage les stigmates d'une vie passée à courir contre la montre et contre la mort. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon strict mais pratique, ses mains étaient sèches, abîmées par le gel hydroalcoolique et le froid des hivers limousins. Elle n'était pas médecin. Elle était infirmière libérale, mais dans ce coin oublié de la France, ses titres ne voulaient plus dire grand-chose. Elle était aussi psychologue, assistante sociale, chauffeur de taxi et parfois la seule famille de ceux qui n'en avaient plus. Elle but son café noir debout dans sa cuisine, regardant par la fenêtre la pluie fine qui commençait à tomber. Encore de la boue. Sa vieille Clio, garée dans la cour, ressemblait plus à un véhicule de guerre qu'à une voiture sanitaire. Le pare-choc tenait avec du fil de fer, les sièges étaient couverts de dossiers patients et de boîtes de pansements. Claire soupira. Le budget du cabinet était dans le rouge depuis 6 mois. L'Agence régionale de santé, ARS, avait réduit les subventions pour les déplacements kilométriques, arguant que les optimisations de tournée étaient possibles. Claire aurait voulu voir ces bureaucrates parisiens essayer d'optimiser une tournée quand la patiente de 80 ans habite au bout d'un chemin de terre inondé et qu'elle a besoin qu'on lui change sa couche et qu'on lui tienne la main parce qu'elle a peur de mourir seule. Aujourd'hui était un jour sombre, elle le sentait dans ses os. Une lettre recommandée était arrivée la veille. Le groupe privé Santé Avenir, qui avait racheté le petit centre de santé local dans une logique de partenariat public-privé, envoyait un auditeur, un expert en rationalisation des coûts. Claire connaissait la musique. Ils allaient devenir avec leurs costumes cintrés et leurs ordinateurs portables. Ils allaient de regarder les colonnes de chiffres et ils allèrent décider que soigner le vieux monsieur Leroux pour son ulcère coûtait plus cher que ce qu'il rapportait à la société. Ils allèrent fermer le poste. Claire serra sa tasse si fort que ses jointures se blanchirent. Elle ne les laisserait pas faire. Elle se battrait avec ses armes, sa fatigue, sa colère et sa connaissance intime de chaque âme de ce canton. Elle enfila son manteau, prit sa mallette en cuir usé et sortit affronter la pluie. La guerre commençait à 9 heures. À 9 heures précises, une berline noire, aux vitres teintées, d'une marque allemande et d'un prix indécent, glissa silencieusement sur la place du village de Saint-Mère-la-Breuil. Elle détonnait tellement dans ce décor de façades grises et de volets clos qu'elle semblait être un vaisseau spatial atterri par erreur. La portière s'ouvrit et Walid Benara posa le pied sur le pavé mouillé. Il fit une grimace immédiate. Ses mocassins en cuir italien n'étaient pas conçus pour la réalité géologique de la campagne française. Walid avait 38 ans, une allure de prédateur élégant et un CV qui faisait tourner la tête. Prépa Louis le Grand HEC, MBA à Londres et maintenant senior vice-président chez Global Health Solutions, basé à Casablanca, mais opérant dans toute l'Europe. Walid était un homme de chiffres. Pour lui, le monde était une équation complexe qu'il fallait résoudre. Il avait grandi avec l'idée que l'émotion était un biais cognitif,
une faiblesse qui empêchait la prise de décision rationnelle. Il venait de Casablanca, la ville blanche, la ville effervescente, mais il avait gommé toute trace de son accent ou de ses origines modestes sous une couche de vernis international. Il était devenu un citoyen de la global class, ces gens qui vivent dans les aéroports et les hôtels d'affaires, déconnectés du sol. Il ajusta sa cravate en soie, vérifia ses notifications sur son smartphone dernier cri, le réseau était médiocre, ce qui l'agaça immédiatement, et se dirigea vers le petit bâtiment aux murs crépis qui affichait fièrement « Centre de soins infirmiers ». Il était là pour « couper le bois mort ». C'était l'expression qu'il utilisait en comité de direction. Ce centre perdait de l'argent. Beaucoup d'argent. Le ratio patient-coût était catastrophique. Sa mission était simple, auditer sur 2 jours, prouver l'inefficacité et recommander la fermeture ou la transformation en téléconsultation assistée par borne automatique. C'était propre, c'était logique, c'était inévitable. Il n'avait aucune animosité personnelle envers les gens d'ici. Il ne les voyait simplement pas comme des gens, mais comme des données statistiques, des variables d'ajustement dans un macro-système économique. Il poussa la porte du cabinet. Une clochette tinta, un son désuet et agaçant. L'odeur le frappa d'abord, un mélange d'éther, de vieux papier et d'humidité. Ce n'était pas l'odeur aseptisée des cliniques privées de Casablanca ou de Neuilly, c'était l'odeur de la précarité. Claire était assise derrière son bureau, une table en formica encombrée de piles de dossiers papier. Elle levait à peine les yeux quand Walid entra. Elle finissait de remplir une feuille de soins manuelle. Walid s'arrêta au milieu de la pièce, attendant qu'on le remarque. Il avait l'habitude qu'on se lève pour lui, qu'on lui offre du café, qu'on tremble un peu. Claire posa son stylo, retira ses lunettes et le regarda. Son regard était un mur de béton armé. « Vous êtes le costume de Paris ?» demanda-t-elle sans préambule. Walid sourit, un sourire commercial, froid, qui n'atteignait pas ses yeux. « Walid Benara. Je viens de Casablanca, en réalité, via le siège européen. Je suis l'auditeur mandaté par Santé Avenir. Enchanté. » Il tendit la main. Claire la regarda, mais ne la serra pas. « Claire, je n'ai pas le temps d'être enchanté, monsieur Benara. J'ai une tournée de 12 patients et 2 prises de sang urgentes. Si vous voulez auditer, faites-le vite. Les classeurs sont là, la comptabilité est là. Le café est dans le thermos, mais il est froid. » Walid retira sa main lentement, sans se départir de son calme. Il aimait les défis. Cette femme rustre pensait pouvoir l'intimider avec son attitude de paysanne. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Il ouvrit sa mallette, sortit son ordinateur ultra fin et le posa sur un coin de table propre. « Je ne suis pas là pour regarder vos classeurs, madame. Je suis là pour évaluer vos processus, vos métriques. J'ai analysé vos données en amont. Vous passez en moyenne 40 minutes par patient. La norme du groupe est de 12 minutes. Vous faites des détours de 20 km pour des actes non cotés. Vous distribuez du matériel médical sans facturation. C'est de la gestion émotionnelle, pas professionnelle. » Claire se leva brusquement. Sa chaise racla le sol. « 12 minutes ?» Sa voix monta d'un cran. « Vous croyez qu'on soigne une jambe ulcérée en 12 minutes ? Vous croyez qu'on annonce à une femme que son mari ne passera pas la nuit en 12 minutes ? Ici, on ne vend pas des hamburgers, monsieur l'auditeur. On maintient la vie. » « La vie a un coût, » répondit Walid sèchement. « Et quelqu'un doit le payer. Pour l'instant, c'est mon entreprise qui paie pour votre philanthropie. Je vais vous accompagner sur votre tournée. Je veux voir de mes yeux où part l'argent. Vous voulez venir ?» Claire eut un petit rire sarcastique. « Très bien, mais ne salissez pas votre beau costume. Là où on va, il n'y a pas de tapis rouge. » Le trajet dans la Clio de Claire fut une épreuve physique pour Walid. La voiture sentait le chien mouillé et le désinfectant. La suspension était morte, et chaque nid de poule, et il y en avait des centaines, se répercutait directement dans sa colonne vertébrale. Claire conduisait vite, trop vite, une main sur le volant, l'autre tenant un sandwich qu'elle mangeait en guise de déjeuner. Walid s'accrochait à la poignée de porte, essayant de ne pas regarder le ravin sur le côté de la route étroite. Ils arrivèrent dans une ferme isolée, au bout d'un chemin de terre transformé en bourbier par la pluie incessante. « On descend !» ordonna Claire. « On ne peut pas se rapprocher ?» demanda Walid en regardant la mare de boue qui le séparait de la porte de la maison. « Non. Le tracteur bloque l'accès. Il faut marcher. »
Walid sortit. En 3 pas, ses mocassins italiens à 500 € furent ruinés. La boue froide s'infiltra dans ses chaussettes en fil d'Écosse. Il serra les dents. Il ne se plaindrait pas. Il ne lui donnerait pas cette satisfaction. Ils entrèrent dans la cuisine de la ferme. Il y faisait sombre et froid. Une odeur de soupe aux choux et de vieillesse imprégnait les murs. Un vieil homme était assis dans un fauteuil près du poêle à bois éteint. Il respirait avec difficulté, un sifflement rauque sortant de sa poitrine. « Bonjour Marcel », dit Claire avec une douceur que Walid ne lui connaissait pas. Elle s'agenouilla près du vieil homme, prenant sa main, vérifiant son pouls. « Tu as pris tes médicaments ?»« J'ai oublié, Claire, » souffla le vieux. « Et puis, la boîte est vide. » Walid observait. Il sortit sa tablette pour noter « Non-observance du traitement. Gaspillage de temps. » Claire se releva, fouilla dans son sac, sortit une boîte de sa réserve personnelle. « Tiens, je t'en ai ramené, et j'ai appelé ton fils, il passera ce soir pour le bois. » Elle passa ensuite 20 minutes à lui faire une toilette sommaire, à vérifier ses escarres, à lui faire boire de l'eau gélifiée. Elle ne fit aucun acte technique complexe, juste de l'humain. En sortant, Walid l'attaqua. « Vous lui avez donné des médicaments de votre stock, ce n'est pas facturable. Vous avez passé 25 minutes. L'acte coté est surveillance infirmière, coefficient AMI 1. C'est payé 3,15 €, vous venez de perdre de l'argent. » Claire s'arrêta sous la pluie, les cheveux collés au front. « Si je ne viens pas, Marcel meurt de froid ou d'étouffement dans 2 jours. C'est ça votre calcul? Un mort coûte moins cher qu'un vivant, c'est ça ?» Walid ne répondit pas. Il regarda ses chaussures détruites. Il commençait à sentir un malaise grandir en lui, non pas physique, mais moral. Une petite fissure dans son armure de certitude. La tournée continua, implacable. Walid vit la misère rurale dans toute sa nudité. Il vit des maisons sans isolation, des gens qui vivaient avec 600 € par mois, des solitudes si profondes qu'elles semblaient vertigineuses. Mais il vit aussi la lumière que Claire apportait. Un sourire, une blague, une caresse sur une joue ridée. Elle était le seul lien de ces gens avec le monde des vivants. Vers 16 heures, alors qu'il roulait sur une route forestière, le téléphone de Claire sonna. Le réseau passait par miracle. « Oui? Quoi? J'arrive !» Elle raccrocha et écrasa l'accélérateur. La Clio rugit de douleur. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Walid, s'agrippant au tableau de bord. « Accident de bûcheronnage. Le petit Lucas. Il s'est ouvert la jambe avec une tronçonneuse. Les pompiers sont à 45 minutes d'ici. On est à 5 minutes. » Ils arrivèrent dans une clairière. Un jeune homme de 20 ans était allongé par terre, hurlant de douleur. Son pantalon était déchiqueté, le sang pulsait rouge vif, artères touchées. Ses collègues, paniqués, essayèrent de comprimer avec des vestes sales. Claire sauta de la voiture avant même l'arrêt complet. Elle courut, s'agenouilla dans la boue et le sang. « Walid! La mallette! Vite !» cria-t-elle. Walid, l'exécutif de Casablanca, l'homme des bureaux climatisés, se figea une seconde. Le sang. La réalité crue de la chair ouverte. Il eut envie de vomir, mais l'ordre de Claire était impérieux. Il attrapa la mallette et courut. « Ouvre-moi le kit de suture! Tiens la compresse, là! Appuie fort! Plus fort, bon sang !» Walid se retrouva à genoux dans la boue, ses mains manucurées pressant une plaie béante, sentant la chaleur du sang d'un inconnu sur sa peau. Il regardait Claire travailler. Elle était d'une précision chirurgicale. Elle posa un garrot tourniquet, clampa l'artère visible, stabilisa le patient. Elle ne tremblait pas. Elle était un roc. « Ça va aller, Lucas, » disait-elle doucement tout en travaillant. « Je suis là. Respire. Regarde-moi. » Quand les pompiers arrivèrent enfin, 30 minutes plus tard, Lucas était vivant, pâle mais stable. Le chef des pompiers salua Claire. « Beau boulot, Claire. Tu lui as sauvé la jambe et peut-être la vie. » Walid se releva. Il était couvert de sang et de terre. Il tremblait de tout son corps, l'adrénaline retombant brutalement. Il regarda ses mains rouges. Il n'avait jamais rien fait d'aussi réel de toute sa vie. Claire s'approcha de lui tendit une lingette antiseptique. « Bienvenue dans le désert médical, monsieur l'auditeur. C'était facturable, ça, d'après vous ? J'espère que cette immersion dans la réalité brute vous touche. Parfois,
Il faut mettre les mains dans la boue pour comprendre la valeur de ce qu'on essaye de détruire. Continuez à lire, car ce que Walid va découvrir ensuite va ébranler bien plus que ses convictions professionnelles. Le retour au cabinet se fit dans un silence lourd. Walid ne consultait plus sa tablette. Il regardait le paysage défiler, ce paysage vide qu'il avait jugé improductif le matin même, et qui venait d'être le théâtre d'une bataille pour la vie. Arrivés au bureau, Claire lui offrit une douche sommaire dans la petite salle de bain attenante. Il enfila des vêtements de rechange qu'il avait dans sa valise, mais il ne remit pas de costume. Il mit un pull simple. Il se sentait différent, moins blindé. Il s'assit en face de Claire. Elle était épuisée, le visage gris, mais ses yeux brillaient toujours de cette flamme indomptable. « Vous allez écrire quoi dans votre rapport ?» demanda-t-elle doucement. Walid hésita. « Les chiffres sont têtus, Claire. Le centre perd de l'argent. Je ne peux pas inventer des profits. » Claire soupira. Elle ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un objet étrange. Un vieux cahier à spirale, la couverture cartonnée, écornée, taché d'encre et de café. Elle le posa devant lui. « Ce ne sont pas des profits que vous cherchez, Walid. Ce sont des justifications. Regardez ça. » « Qu'est-ce que c'est? Votre comptabilité noire ?»« Non. C'est ma comptabilité humaine. Ouvrez-le. » Walid ouvrit le cahier. Les pages étaient remplies d'une écriture manuscrite serrée, des colonnes, mais pas de chiffres, des noms, des dates et des petites notes. Jean-Pierre, 1998. Sauvé de la dépression après le suicide de sa femme, a repris la ferme. Marie, 2003. Accouchement prématuré dans la voiture. Le petit Thomas est ingénieur aujourd'hui. Solange, 2010. Fin de vie à domicile. Partie sans douleur, avec ses chats. Il y avait des centaines de noms, des milliers d'histoires. C'est la règle que je me suis fixée quand je suis arrivé ici, il y a 30 ans, expliqua Claire. Chaque fois que je soigne quelqu'un, je note non pas ce que ça a coûté, mais ce que ça a rapporté à l'humanité. Jean-Pierre a élevé 3 enfants, Thomas construit des ponts. Solange a légué sa maison à la commune pour en faire une bibliothèque. C'est ça, le retour sur investissement, Walid. Vous ne le trouverez pas dans vos tableaux Excel. Walid tournait les pages, fasciné. C'était un monument de papier à la gloire de l'invisible. Il sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait passé sa vie à croire que la valeur se mesurait en dollars. Ce cahier lui hurlait le contraire. Il arriva vers la fin du cahier. Les dates remontaient au milieu des années 80. Walid tournait les pages machinalement, cherchant il ne savait quoi. Peut-être une absolution, peut-être une erreur. Soudain, son doigt se figea. En bas d'une page datée de novembre 1986, une entrée à l'encre bleue, un peu effacée. Aïcha B, travailleuse saisonnière. Crise d'asthme sévère dans les vergers. Pas de papier, pas de sécu. Soignée gratuitement pendant 3 semaines. Lui est donné les inhalateurs de réserve. Elle a un petit garçon, Walid, 4 ans. Des yeux très noirs, très intelligent. Elle m'a promis qu'il ferait de grandes études. Le monde de Walid s'arrêta. Le bruit de la pluie, le tic-tac de l'horloge, tout disparut. Il ne restait que ce nom. Aïcha, sa mère. Il revit tout. Le flashback fut violent. Il avait 4 ans. Ils étaient revenus du Maroc pour la saison des pommes en Limousin. Il vivait dans un mobile home insalubre. Il se souvenait de sa mère qui toussait, qui étouffait la nuit, sa poitrine se soulevant comme un oiseau blessé. Il se souvenait de la peur terrible de la voir mourir. Et il se souvenait d'une dame en blanc qui venait le soir, en cachette du patron, qui apportait des pchits magiques et des bonbons pour lui. Il leva les yeux vers Claire. Il la regarda vraiment pour la première fois. Il chercha la jeune femme sous les rides de la cinquantenaire. Il reconnut le geste de sa main quand elle remettait une mèche de cheveux. « C'était vous », murmura-t-il, la voix étranglée. Claire fronça les sourcils. Elle se pencha pour regarder le nom qu'il pointait. « Aïcha. Oui, je me souviens. Une femme courageuse. Une lionne. Elle avait si peur qu'on la renvoie si elle était malade. » Elle s'arrêta. Elle regarda Walid. Elle regarda ses yeux noirs. « Walid, le petit Walid, celui qui dessinait sur mes ordonnances ?» Walid hocha la tête, incapable de parler. Une larme, une seule, coula sur sa joue, traçant un sillon dans la poussière qui maculait encore son visage. L'homme, qui était venu fermer le centre,
découvrait que ce centre lui avait donné la possibilité de grandir. Sans Claire, sa mère serait peut-être morte cet automne-là. Il serait devenu orphelin, pupille de la nation, ou renvoyé au pays. Il n'y aurait pas eu de Louis le Grand, pas de HEC, pas de costume italien. Il devait sa vie, sa réussite, son arrogance même, à la générosité non rentable de cette femme qu'il méprisait il y a 2 heures. Walid se leva brusquement, comme s'il étouffait. Il sortit du bureau, sortit dans la cour sous la pluie battante. Il avait besoin d'air. Il s'appuya contre le mur de pierre froide et pleura. Il pleura comme un enfant, pas comme un auditeur. Il pleurait la mémoire de sa mère, morte il y a 10 ans, fière de son fils, le grand directeur, mais qui lui disait toujours « N'oublie jamais d'où tu viens, mon fils. N'oublie jamais les mains qui t'ont aidé. » Il avait oublié. Il avait tout oublié pour s'intégrer, pour réussir, pour devenir plus français que les Français, plus capitaliste que les banquiers. Il avait tué le petit Walid pour construire M. Benara. Claire sortit derrière lui. Elle ne dit rien. Elle resta à côté de lui, sous l'auvent, respectant son chagrin. Elle savait que les larmes sont aussi un soin. « Elle m'a parlé de vous jusqu'à la fin », dit Walid après un long moment, la voix brisée. « Elle m'a dit qu'il y avait un ange dans la boue en France. Je ne savais pas que c'était ici. Je ne savais pas... » « On ne sait jamais quelles graines on sème, Walid, » répondit Claire. « Aïcha a tenu sa promesse. Tu as fait de grandes études. Tu es devenu quelqu'un d'important. » Walid eut un rire amer. « Important ? Je suis un nettoyeur, Claire. Je suis venu pour vous détruire. Je suis venu effacer l'endroit qui m'a sauvé. C'est monstrueux. »« Tu ne l'as pas encore fait, » dit-elle fermement. « Le rapport n'est pas envoyé. » Walid regarda le ciel gris. Il savait ce qu'il attendait s'il ne signait pas l'arrêt de mort du centre. Sa hiérarchie n'accepterait pas la pitié. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait plus jamais se regarder dans une glace s'il signait. L'algorithme de sa vie venait de rencontrer une erreur fatale, l'amour filial. Le lendemain matin, Walid était assis dans le bureau de Claire. Il avait passé la nuit à travailler sur son ordinateur, mais pas sur le rapport attendu. Il avait les yeux rouges, mais une détermination nouvelle durcissait ses traits. Claire arriva avec du café chaud. « Alors, vous nous condamnez ?» Walid tourna l'écran vers elle. « Non, j'ai refait les calculs, mais pas avec leur formule. J'ai intégré des métriques de coût social évité. J'ai calculé ce que coûterait au système l'hospitalisation de tous les patients que vous maintenez à domicile. J'ai chiffré la prévention. J'ai valorisé le lien social comme un actif immatériel. » Il parlait vite, avec la passion du converti. « Mathématiquement, Claire, vous êtes le placement le plus rentable de la région. Mais ils ne le verront pas, ils s'en fichent. Santé Avenir veut du cash flow immédiat. Alors j'ai pris une décision. » Il sortit son chéquier personnel. Un chéquier d'une banque privée prestigieuse. Il écrivit une somme énorme. De quoi refaire la toiture, changer la voiture et payer un assistant pour 2 ans. Il signa et le posa sur la table. C'est une donation, anonyme, au nom d'Aïcha B. Claire regarda le chèque. Ses mains tremblèrent. « Walid, vous ne pouvez pas. C'est vos économies. C'est ma dette, corrigea-t-il, et ce n'est que les intérêts. Et pour le rapport ? Le rapport sera négatif, dit Walid avec un sourire triste. Je vais écrire que le centre est un modèle d'avenir, qu'il faut le dupliquer, pas le fermer. Je vais écrire que la rentabilité financière sans rentabilité humaine est une escroquerie intellectuelle. Je vais l'envoyer au siège et en copie au ministère de la Santé et à la presse locale. Ils vont vous virer, souffla Claire. Probablement, sûrement même, mais pour la première fois depuis très longtemps, Claire, je respire sans inhalateur. 1 semaine plus tard. La lettre de licenciement était arrivée par coursier, brutale, pour faute grave et insubordination. Walid avait perdu sa voiture de fonction, son bonus, ses stocks options. Il était techniquement au chômage. Il était revenu à Saint-Merd-la-Breuil pour rendre les clés de la voiture de location et dire au revoir. Il portait un jean et des baskets. Il avait l'air plus jeune. Claire l'attendait sur le parvis du cabinet rénové. Des ouvriers s'affairèrent déjà sur le toit. « Vous êtes fou, vous savez, » dit-elle en le serrant dans ses bras. Une étreinte de mère, forte et rassurante. Peut-être, mais je n'ai jamais été aussi lucide. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Walid regarda les collines vertes. La pluie avait cessé.
Un rayon de soleil timide perçait les nuages. Je ne sais pas. Peut-être monter ma propre structure de conseil, pour aider les petits hôpitaux à se défendre contre les gros requins. J'ai les codes, je connais leurs faiblesses. Je vais devenir leur pire cauchemar. Il sourit, un vrai sourire cette fois, celui d'Aïcha. Je ne reviendrai peut-être pas souvent, Claire, mais je veillerai sur vous, de loin. Va, mon fils, dit-elle. Et n'oublie pas de changer tes chaussures, celles-là prennent l'eau. Walid monta dans un taxi local, une vieille Peugeot, pas une berline allemande. Il regarda le cabinet s'éloigner dans la lunette arrière. Il avait perdu son statut, son argent, son pouvoir. Pour le monde de la finance, il était un raté, un homme qui avait craqué. Mais en touchant la poche de sa veste, où il avait gardé une photocopie de la page du cahier avec le nom de sa mère, il se sentait immensément riche. Il avait retrouvé son âme dans un désert. Il ne savait pas encore que son rapport, fuité dans la presse, allait déclencher un débat national sur la santé rurale. Il ne savait pas qu'il allait devenir le porte-parole d'une nouvelle économie solidaire. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il rentrait à Paris pour faire ses cartons, et qu'il n'avait plus peur du silence. Cette histoire n'est pas une fiction rassurante, c'est un miroir tendu à nos propres choix. Walid a choisi de perdre sa carrière pour sauver son intégrité. Il a compris que certains comptes ne se règlent pas avec de l'argent, mais avec du courage. Et vous ? Êtes-vous prêt à remettre de l'humain dans vos propres équations ? À voir les gens derrière les chiffres ? Si ce récit a réveillé quelque chose en vous, ne le laissez pas s'éteindre. Abonnez-vous à cette chaîne. Ici, nous croyons que chaque vie est une histoire qui mérite d'être racontée, et non une statistique à effacer. Rejoignez-nous, et ensemble, réécrivons les règles du jeu.